Bien, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous. Très rapidement, ce webinaire va être le premier webinaire d'un cycle de plusieurs webinaires qu'on va consacrer à la question de l'Iran et de son étranger proche. Et je ne vous cache pas la raison d'être de ces webinaires géopolitiques, c'est surtout de voir à un moment où c'est vrai, il faut l'avouer, les relations entre l'Iran et la France, c'est pas au beau fixe à l'heure actuelle. Mais cela nous amène à nous demander quelle est exactement la situation dans les différents pays où l'Iran a des intérêts, la France aussi a des intérêts. Essayez de voir par ce cycle de webinaires, est-ce que ces intérêts nationaux sont convergents ou divergents? Et lorsque c'est divergent, est-ce qu'il y a des points où on puisse imaginer une coopération franco-iranienne sur un certain nombre de pays qui sont très importants à la fois pour l'Iran et la France? Voilà la raison d'être de ce cycle. Avant de vraiment démarrer, un point sur le centre franco-iranien. Le centre franco-iranien, comme probablement beaucoup d'entre vous savent ou ne le savent pas, ça dépend. C'est une association franco-française de loi 1901. C'est une association qui a été créée en 2016 et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est notre 77e événement. Donc, on est sur une moyenne à peu près d'un événement par mois et notre objectif à tous, c'est que d'ici l'été, on puisse arriver à 2 voire 3 événements par mois. On a déjà à notre actif, entre autres, 3 événements qui ont été des premières dans les relations franco-iraniennes des 50 dernières années. Et grâce à tout ça, notre association aujourd'hui, je peux dire avec force que c'est l'instance la plus active dans les relations, c'est déjà l'instance la plus active en France par rapport aux relations franco-iraniennes. En même temps, on organise aussi des cycles de cours de langue et de civilisation iranienne. Là, on a à peu près 100 étudiants par an et en plus, on a un partenariat avec l'Université de Téhéran. Donc, on est du coup la seule instance non universitaire à avoir un partenariat avec l'Université de Téhéran. Voilà rapidement par rapport au centre franco-iranien. Permettez-moi de vous présenter rapidement nos intervenants. Bon, Christian Chesneau, grand reporter, écrivain, grand spécialiste de la question du Moyen-Orient et bien évidemment du Liban qu'il connaît comme sa poche, sans exagération de ma part. On aura également le plaisir d'avoir Alexandre Aoun, lui-même spécialiste de géopolitique du Moyen-Orient, du Liban également, reporter lui-même et futur écrivain parce que son livre est en train d'être prêt et je pense qu'il en parlera également un mot. On aura Jean-Claude Voisin, donc membre de notre bureau, vice-président de l'association qui va être le modérateur, mais il connaît également le sujet comme sa poche, vous qu'il a été pendant des années directeur de l'Institut français au Liban. Et sur ce, je passe la parole à Jean-Claude. Cher Jean-Claude, à toi. Voilà, alors vous ne serez pas surpris, bonsoir les unes les autres, que mon image apparaîtra ou disparaîtra parce qu'apparemment il y a de la fantaisie sur le réseau, ça peut être perturbé. Donc ce soir, comme Ali Reza vient de l'indiquer, nous allons partir en direction du Proche-Orient. Vous voyez, ça commence, donc je me coupe, et vous m'entendrez. Et pour cela, on peut déjà évidemment se poser une question qui préoccupe beaucoup la France et se demander pourquoi justement le sujet de la situation au Liban est-elle aussi préoccupante pour les Français au vu de la France. Je vais me tourner vers Christian Chesneau qui, depuis ses très jeunes années, si je puis dire, parcourt le Proche et le Moyen-Orient avec quelqu'un que nous recevrons prochainement qui est Georges Malbruno. Donc, ils sont souvent associés dans leurs publications, notamment une des dernières sur les Qatar Papers qui a reçu un prix international. Christian, est-ce que vous pourriez nous expliquer, selon vous, pourquoi le Liban est-il autant
une des préoccupations des Français et de la France sur ce qui lui arrive ou ce qui lui arrive pas, ou les enjeux qui se déroulent sur son sol. Bah, merci de l'invitation, Ali Reza et puis Jean-Claude. Oui, pour faire un peu une petite introduction, et c'est vrai que c'est un sujet important, le Liban, l'Iran et la France, parce que pour la France, évidemment, c'est un des pays clés de la région, de son influence, en tout cas historique. On va pas refaire toute l'histoire, mais jusqu'au 19e siècle, où la France, Napoléon III vient sauver les chrétiens de la montagne, où il y avait eu des massacres. La France qui a fondé, j'allais dire, le Liban moderne en 1920, avec ce mandat français entre 1920 et 1943, avec donc des relations humaines, culturelles, linguistiques, avec la francophonie qui a été quand même un vecteur important au Liban, et puis même jusqu'à aujourd'hui, pour aller vite. C'est un pays important parce qu'il ne faut pas l'oublier, la France a un contingent militaire à la FINUL, au sud du Liban, environ 700 à 800 soldats casque bleu au Liban, avec souvent un général français qui commande ça. Vous avez aussi des intérêts économiques, on l'a vu récemment avec comment dire, le port de Beyrouth, où le groupe CMA-CGM a remporté une concession, en tout cas une partie de la concession de la gestion du port de Beyrouth. Il a aussi celle du port de Tripoli, la grande ville du nord du Liban. Et puis, encore plus récemment, vous avez Total, le grand énergicien, enfin Total Énergie maintenant, il faut dire Total Énergie, qui est opérateur pour trouver du gaz, notamment à la frontière israélo-libanaise, et qui est le maître d'œuvre. Donc, quand on met tout ça au bout, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'intérêts, effectivement, d'intérêts croisés. Et puis, pour l'Iran, alors peut-être que Alexandre en parlera plus que moi, mais pour l'Iran, c'est aussi un pays important, notamment via la communauté chiite et surtout via, j'allais dire, le joyau de la couronne. Pour l'Iran, en termes d'influence, c'est le Hezbollah qui est une organisation puissante, on en parlera tout à l'heure, et donc l'Iran qui se projette à l'extérieur, qui est en Syrie voisine, le Liban, voilà, en termes de continuité territoriale entre Téhéran, Bagdad, la Syrie et le Liban, c'est une pièce maîtresse de l'influence iranienne, j'allais dire, au Levant et dans la région, ce qui, évidemment, va parfois provoquer des frictions. Mais en tout cas, la France a bien conscience que l'Iran est un des grands électeurs maintenant de la politique libanaise. On en reviendra et on reparlera peut-être plus en avant sur. Il y a eu des périodes de tension, des périodes aussi où l'Iran et la France ont travaillé. On se rappelle 96. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le décor. Justement, pour enchaîner directement, avant d'en arriver au Hezbollah stricto sensu, on fera parler Alexandre Aoun, qui est le grand spécialiste du Hezbollah. Est-ce qu'on pourrait savoir quand ou comment l'Iran est-il arrivé sur la place libanaise? Parce que la tradition et la formation de ces États, c'était surtout le fait de l'Angleterre, enfin de la Grande-Bretagne et de la France. Et puis voilà que l'Iran rentre dans le jeu. Ça se passe à quelle époque, ces premières interventions iraniennes au Liban? Donc merci pour l'introduction, Christian. Merci pour l'invitation, Ali et Jean-Claude. Il faut recontextualiser un peu. Ça date d'avant l'avènement de la République islamique iranienne en 79, parce que Khomeini avait ses plans, ses visions de littéralement changer un peu l'échiquier régional géopolitique en renversant les alliances préétablies dans la région. Les alliances du Shah étaient plutôt sur un alignement pro-israélien, pro-américain. Donc, dans les années 70, Khomeini va dépêcher conseiller, instructeur militaire et son bras droit, qui est à cette époque Ali Akbar Mohtashamipour, qui n'est pas très connu en Occident, mais qui a un rôle prédominant dans l'influence de l'Iran dans les années 80. Donc, en tant que missionnaire, il va être dépêché en Syrie, en Irak et au Liban. Il va nouer des premiers contacts avec les mouvements de libération pro-palestiniens, un peu pan-arabes, sur cette
pensée un peu tiers-mondiste, socialisante, donc un peu anti-américaine et anti-israélienne, en vue tout simplement de créer des futures alliances. Donc vient l'avènement de la République islamique iranienne en 79, mais sauf qu'en 79, il y a aussi l'intervention irakienne en Iran, qui va tout simplement restreindre la capacité de nuisance, la capacité d'influence de l'Iran au Liban. Sauf que Khomeini ne va pas perdre de vue ses objectifs. Et en 1982, il va envoyer donc ce fameux Ali Akbar Muhtashamipour en tant qu'ambassadeur à Damas en 1982. Damas, au départ, est un peu réticente à l'idée que l'Iran marche sur ses plates-bandes au Liban, mais sauf que l'intervention israélienne de 1982, paix en Galilée, où plus de 100 000 hommes sont déversés jusqu'à Beyrouth pour occuper le sud Liban, Hafez al-Assad va littéralement changer un peu son fusil d'épaule et va accepter en fait le fait que la Syrie devienne une sorte de base arrière de la politique libanaise de Téhéran. Donc, dans un premier temps, Ali Akbar Muhtashamipour, qui est officiellement diplomate, officieusement, il va commencer à envoyer une assistance médicale aux chiites qui vont être touchés par l'intervention israélienne, même aux fédayines palestiniens. Et dans un second temps, il va dépêcher plusieurs milliers de conseillers militaires à la frontière syro-libanaise, d'abord Bloudan Zabadani, qui se trouve en territoire syrien, et après en territoire libanais, dans la Beka libanaise, où il va commencer littéralement à instruire, à former ce qui allait être les futurs miliciens du Hezbollah. D'abord, il faut vraiment comprendre que il s'agit pas de milliers de partisans, c'est vraiment à l'échelle d'une bande. C'est quelques dizaines de miliciens, dont le fameux Imad Mournier, que tout le monde connaît, artificier du Hezbollah, mais qui était dans la mouvance très pro-palestinienne dans les années 70. Donc, l'Iran, par le biais des passes d'Aran qui sont envoyées au Liban, va commencer à former au maniement des armes, à la confection et à la fabrication des bombes artisanales et au combat urbain. Donc, l'Iran va réussir littéralement à s'ingérer et à s'implanter au Liban du fait d'abord de l'intervention israélienne et de la focalisation israélienne sur la neutralisation de l'OLP palestinien, va également se servir du retrait palestinien à la même année, 1982. Yasser Arafat doit quitter Beyrouth pour aller à Tunis. Donc, ils vont combler une sorte de vide milicien, militaire à cette époque, et également combler une sorte de vide partisan, parce que la communauté chiite se cherchait un peu cette époque entre les déçus du mouvement Hamal, les déçus des partis communistes et les déçus du parti Baas. Le Hezbollah va réussir tout simplement à intégrer de plus en plus de miliciens, et les premières actions de la République islamique iranienne, au-delà de cette formation milicienne, vont viser militairement donc Israël en novembre 1982, avec le premier attentat suicide, voiture qui va foncer dans un poste frontière à Tyr, au sud Liban. Il va y avoir plus de 140 morts, dont 60 soldats tués. Et c'est orchestré par Ahmad Kassir, qui lui faisait partie du djihad islamique à cette époque. Mais on sait très bien qu'officieusement, il recevait et l'aide de l'Iran et l'aide du Hezbollah. Petit à petit, l'Iran va se servir véritablement du Liban comme laboratoire de sa future politique extérieure, donc en visant Israël d'un côté et en visant également la présence occidentale. Donc en 1983, où il vise coup sur coup l'ambassade américaine en avril, et en octobre, les parachutistes français et les GI américains. Oui. Alexandre, est-ce que je pourrais vous poser cette question? Vous avez évoqué, mais de manière très rapide, la place que joue, a priori, si j'ai bien compris, dans l'apparition du Hezbollah comme outil de l'Iran, la religion, parce que c'est la minorité chiite. On sait ce que les minorités religieuses ou
les communautés religieuses ont comme rôle dans cette mosaïque politique du Liban. Donc, le chiisme, évidemment, sera un argument qui va faciliter sûrement l'arrivée de l'Iran ou lui faciliter la tâche. Oui, totalement, parce que dans le sens où, à cette époque, il y a environ un tiers de la communauté de la population libanaise qui est chiite, et les chiites ne sont très peu représentés politiquement, militairement sur la scène politique libanaise, mis à part le mouvement Amal, qui avait été créé par Moussa Sader dans les années 60. Donc, finalement, comme vous l'avez dit, Jean-Claude, l'Iran va profiter en fait de cette présence chiite au Liban pour s'ingérer, pour s'implanter plus facilement. D'accord. Et alors, ce mouvement est quand même, ou comment est-il perçu par les autres communautés? Parce que nous sommes en 82, hein, si je résume, c'est encore la guerre civile en Iran, et il y a Israël qui occupe une partie du Liban. Bon, donc le Hezbollah est une forme de résistance. Enfin, dans notre vocabulaire occidental, on appellerait ça une résistance. Mais comment est-il perçu dans les autres communautés à cette époque-là? Parce que la situation va évoluer, évidemment. À cette époque-là, d'abord, c'est un mouvement un peu clandestin. Donc, l'apparition du Hezbollah n'est pas connue de tous à cette époque. Et surtout que le Hezbollah a comme principal objectif la lutte contre Israël. Il y a une guerre qui se passe à Beyrouth entre grosso modo deux blocs pro-palestiniens ou pro-chrétiens avec des alliances qui se font et se défont. Mais le Hezbollah a ses propres objectifs, à savoir la lutte contre Israël, et sachant que Israël occupe le sud du Liban, là où il y a la majorité de la population chiite, le Hezbollah n'intervient pas à Beyrouth, ou très peu du moins, pour lutter contre les Israéliens à cette époque, en tout cas au début de la création du mouvement en 1982. D'accord. Je vais peut-être me retourner vers Christian Chesneau parce qu'il a donné de sa vie aussi dans ce domaine-là. Si on abordait cette politique qui se développe de la prise d'otages, un peu mouvementé. Donc, Christian, vous étiez en première ligne assez souvent dans ce monde-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette tendance qui se développe de manière un peu exponentielle dans ces années-là, justement? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, moi, ma prise d'otage en Irak n'a absolument rien à voir. Le contexte est complètement différent. Je pense que, évidemment, et nous, d'ailleurs, quand on était en captivité avec Georges, on pensait évidemment aux otages au Liban. Mais je pense que le plus important, parce qu'on va parler France-Iran, au Liban, qui va être un peu la caisse de résonance des différences et des affrontements, avec, et on l'a un peu dit au début, en arrière-plan, la Syrie. Et je pense que l'élément clé, c'est la guerre Iran-Irak. Hein, la guerre Iran-Irak, où vous avez l'Iran qui se retrouve tout seul, attaqué par Saddam Hussein, hein, soutenu par les Occidentaux, y compris la France, hein, qui va livrer des exocètes, qui va livrer des super-étendards, donc qui va être d'une certaine manière co-belligérant, en tout cas c'est un mot à la mode en ce moment. Et donc le seul qui va finalement venir en aide à l'Iran révolutionnaire, c'est Hafez el-Assad en Syrie. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a quand même un couple syro-iranien hein, qui se met en place. Et ce couple syro-iranien n'a pas du tout les mêmes intérêts que la France. C'est-à-dire que Hafez el-Assad, le Syrien, reproche aux Français justement son influence au Liban. Hein, pour la Syrie, le Liban, c'est une province de la Syrie, et donc ils n'ont jamais digéré le colonialisme, le mandat. Hafez el-Assad reproche aussi aux Français le soutien à Yasser Arafat, à la cause palestinienne, et Hafez el-Assad dit moi, la Palestine, c'est aussi une province syrienne, et c'est moi le chef de guerre des Palestiniens. Donc il y a beaucoup de bisbilles. Et puis, avec l'Iran, il y a des irritants, hein, des dossiers qui vont
qui vont, comment dire, être explosifs. J'ai parlé de la guerre en Irak, donc la France devient un peu co-belligérante, aide donc Saddam Hussein. Et puis il y a ces conflits, notamment avec le Shah, enfin, Eurodif, le fameux milliard d'Eurodif, où on ne va pas refaire l'histoire, où effectivement Voilà, le Shah, il y avait une coopération avec la France sur Eurodif, le nucléaire, et puis évidemment avec le nouveau pouvoir iranien, ils veulent récupérer leur argent, notamment il y a 1 milliard dans la balance, et les Français traînent des pieds. Et donc, il va y avoir une accumulation de dossiers multiples, divers, et qui va se traduire par non pas une guerre ouverte, voilà, mais par évidemment ces prises d'otages, ces attentats au Liban, qui sont en fait, j'allais dire, des attentats téléguidés, qui ont, comment dire, qui ont entre guillemets une logique. C'est très politique, c'est-à-dire c'est une espèce de vengeance, de coup bas. Oui, c'est en représailles. Et ça va vraiment polluer et marquer durablement, je veux dire, le Quai d'Orsay, l'Élysée, parce que ces prises d'otages, on se souvient, dans les années 80, ça avait vraiment marqué l'opinion publique, parce qu'il n'y a pas simplement des journalistes, il y a des diplomates, des hommes d'affaires, etc. Et puis, on l'a dit tout à l'heure avec Alexandre, sur Drakkar, quand même, le plus grand attentat contre les forces françaises, enfin les parachutistes, les paras à Beyrouth, et à ce jour, d'ailleurs, il n'y a pas eu une aussi grande perte pour l'armée française. Je crois que c'est 273 ou 275 morts. Il y a eu aussi les Américains. Donc là, on est, j'allais dire, entre la France et l'Iran, enfin, le Liban est un peu le lieu où on règle les comptes, un petit peu de manière à distance. Et donc, ça va quand même imprimer une marque très négative pour longtemps. Et donc ça, c'est les années Mitterrand, pour faire court, et on va être dans un jeu, je vais dire, musclé. Et puis c'est vrai qu'après, on aura l'ère Chirac, où Chirac, évidemment, est conscient, je veux dire, du potentiel de l'Iran. Lui, il voit lui, sa clé de compréhension du Moyen-Orient, c'est Rafik Hariri, son ami, son frère, comme il a l'habitude de dire, où effectivement, c'est ce prisme finalement sunnite de la région. Et donc, Chirac, évidemment, il a en mémoire les années 80, il était Premier ministre en 86, ministre de la cohabitation, où il y avait eu des histoires d'otages politiquement utilisées par la droite ou par la gauche. Mais lui, il a conscience que l'Iran, c'est un grand pays, on aime ou on n'aime pas, c'est une réalité historique, civilisationnelle, et donc il faut trouver un moyen de traiter avec l'Iran. Il appelle ça le dialogue critique. Et il y aura un moment d'ailleurs où les Iraniens et les Français vont travailler ensemble, c'est en 96. Au moment de ce qu'on a appelé l'opération Raisin de la colère entre Israël et le Hezbollah. Alors, je passe sur les détails, effectivement, sur qui a commencé. Voilà, en tout cas, il y a un conflit militaire très aigu, très violent. Et vous vous souvenez tous du massacre de Cana, où les Israéliens vont bombarder un poste de l'ONU où plus d'une centaine de civils libanais sont réfugiés. Et donc, ça va être un drame innommable. Et là, j'allais dire, la France, au forceps, grâce à Chirac, qui envoie à l'époque Hervé Tcharet, son ministre des Affaires étrangères, pour essayer d'établir une trêve. Évidemment, les Israéliens n'en veulent pas. À l'époque, les Américains, c'est Warren Christopher, le secrétaire d'État, ne veut absolument pas des Français dans le deal. Et c'est Hafez el-Assad qui va un peu donner une place aux Français, qui vont aussi passer… Alors, pendant un mois quasiment, de Charette va faire la navette dans toute la région, à Damas, au Caire, et il y aura des réunions à Damas, à l'ambassade de France, avec Akbar Velayati, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran à l'époque. Il y aura plusieurs réunions pour finalement finaliser cet accord. Parce qu'il y avait un accord où, en gros, le Hezbollah s'engageait à ne plus attaquer les civils de l'autre côté et Israël de lever le pied. Mais pour ça, il fallait le maillon iranien. Et donc, à ce moment-là, il y a un moment où Iraniens et Français collaborent, coopèrent sur un moment où on fait tomber la tension et ça marche. Voilà, il n'y en aura pas beaucoup, c'est vrai, mais il faut quand même le noter. On est un peu dans les montagnes russes, mais en 80, dans les années Chirac, il y a ce moment. Il y a aussi ce moment où Chirac parle avec Khatami, c'est l'époque du grand réformateur iranien, enfin du président réformateur. Donc voilà, après on reviendra sur l'actualité aujourd'hui, comme on est, mais voilà, donc les relations ont été, effectivement, je crois que la structuration, c'est vraiment cette guerre Iran-Irak
qui reste évidemment pour l'Iran un traumatisme. Hein. Il suffit d'aller à Téhéran, voir le cimetière de la guerre Iran-Irak et voir toutes ces tombes, ces centaines de milliers de tombes. Et puis côté français, ça a été effectivement beaucoup de coups qui ont été pris. Et donc, il y a une forme de rancune qui aussi imprègne, comment dire, le Quai d'Orsay, l'Élysée, parce qu'il y a ce souvenir un peu, évidemment, de douloureux, quoi. Voilà. Alors, je vais me retourner vers Alexandre. La caméra ne veut pas me laisser tranquille. Nous arrivons en 2000, lorsque les Israéliens quittent les territoires occupés du Liban Sud. Donc, la raison d'être du Hezbollah va changer d'envergure, si je puis dire. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est Alexandre qui va peut-être nous expliquer comment le Hezbollah d'un parti de résistance devient, on va dire, un parti politique probablement. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou c'est pas bien? Non, bah si, parce que de base, le Hezbollah est un parti milicien, n'est pas un parti politique. Donc, c'est d'une milice à un parti. Ce processus, en fait, ce changement de casquette du parti milicien au parti politique, bah, c'est au fur et à mesure des années. Il y a eu au départ, c'était vraiment la focalisation sur la lutte contre Israël pendant la guerre civile et même après 89, après les accords de Taïf, où il fallait lutter également contre l'armée du Liban Sud d'Antoine Lahad. Jusqu'en 2000, jusqu'au retrait du dernier soldat israélien. La politisation du Hezbollah, elle démarre en 1992 avec l'arrivée d'Hassan Nasrallah en tant que secrétaire général du Hezbollah, après l'assassinat d'Abbas Moussaoui la même année par un drone israélien. Et il va vouloir vraiment insuffler un début de processus de libanisation du mouvement. Donc, en rentrant au Parlement, il va y avoir 8 députés du Hezbollah qui vont entrer en 92, et il y aura tout ce processus qui va être fait de libanisation avec les alliances qui se font au Liban. Au départ, dans les années 90, c'était vraiment une imbrication avec les objectifs syriens, parce que pour la Syrie d'Hafez al-Assad, le Hezbollah était un peu une lutte contre Israël à moindre coût plutôt, dans le sens où Hafez al-Assad refusait catégoriquement un conflit frontal avec Israël, mais si le Hezbollah pouvait repousser l'influence israélienne au Liban, ça servait les intérêts syriens au Liban totalement. L'arrivée, le changement de paradigme, je dirais pas que c'est 2000 avec le retrait des troupes israéliennes du Liban, parce que Israël continue aussi à occuper un petit territoire qui a pas beaucoup de valeur stratégique ou ni même économique, mais c'est les fermes de Shebra qui servent un peu de prétexte à la continuation du conflit entre Israël et le Liban. C'est un petit territoire aux marges du Golan syrien. Et je dirais plutôt que le changement de paradigme est opéré en 2006, après 2006. Une fois qu'il y a eu cette guerre frontale de juillet 2006, la guerre dite des 33 jours, où ça a été brutal et très meurtrier d'un côté comme de l'autre, les deux parties, je pense, aussi bien Hezbollah qu'Israël, ont compris qu'un conflit frontal n'était ni bon pour eux, ni bon pour les Israéliens, ni pour le Hezbollah, parce que le Hezbollah allait certainement entraîner tout le Liban dans sa destruction et Israël allait avoir beaucoup de pertes. Donc c'est à partir de ce moment-là, je pense, 2006, qu'il y a eu un changement de paradigme, un changement. Le conflit est passé de basse intensité, avec plus un conflit sur les renseignements, la surveillance, les assassinats. On peut citer l'assassinat d'Imad Mourni en 2008, en février 2008, dans les rues de Damas par un commando du Mossad. Et le Hezbollah est plutôt passé dans une sorte de transmission du savoir vis-à-vis avec d'autres milices qui luttent contre Israël, une sorte de passage à témoin avec, par exemple, toutes les milices gazaouis, que ce soit aussi bien le Hamas, le djihad islamique, ou voire une petite milice qui s'appelle les Sabirain, qui sont constituées majoritairement de chiites. Donc, à partir de ce moment-là, vraiment, les deux se menacent par un coup on le voit dans leurs discours très belliqueux. Le Hezbollah, chaque fois qu'il y a une prise de parole de Hassan Nasrallah, il va menacer Israël, ou pareil pour l'extrême droite ou la droite israélienne.
Donc les deux ont un peu besoin l'un de l'autre dans cette rhétorique un peu belliqueuse, guerrière. Et c'est pour ça que je cite souvent la phrase de Nietzsche sur ce conflit qui oppose Hezbollah à Israël, c'est qui vit à combattre un ennemi a tout intérêt à le laisser en vie. Et le Hezbollah se sert de ce prétexte d'Israël pour fédérer, et pareil pour Israël. D'accord. Je voudrais, je ne sais pas lequel des deux peut répondre, mais le Hezbollah qui commence dans la clandestinité, vous l'avez bien expliqué l'un ou l'autre, va occuper petit à petit une place très importante dans la vie publique libanaise. Et donc, à quel moment on peut dire véritablement que le Hezbollah est sur la scène politique libanaise un maillon incontournable, et comment réagit la population, mais cette population, elle est multiple. Vous pouvez nous décortiquer un peu comment ça se passe? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, et pour aussi ne pas s'éloigner de notre sujet, France-Iran au Liban, bon, il faut rappeler que le financement, enfin la création, on l'a bien compris avec Alexandre, création clandestine vers 82. Et puis après, au fil des ans, il y a pas simplement des hommes et des armes, il y a aussi un financement. C'est-à-dire que le Hezbollah va être financé et reçoit une aide mensuelle de plusieurs millions. Hein. Il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais en tout cas, l'argent vient de Téhéran, les armes viennent de Téhéran. Donc, il y a quand même un lien qui s'est fait. Alors, je pense que bon, c'est plutôt une opinion personnelle, mais je pense que l'échec du Hezbollah au début, c'est que malgré tout, il s'est créé dans l'idée de Khomeini d'exporter la révolution, hein, d'idée de dire on va faire du Liban peut-être une république islamique. Bon, ça évidemment, ça n'a pas marché. En tout cas, ils se sont vite rendus compte que le Liban, il y a pas que des… tout le monde, les chiites ne sont pas tous des Hezbollah. Il y a aussi des gens qui sont Hamal avec Nabi Berri. Il y a aussi des gens qui sont communistes. Il y a des indépendants. Puis il y a tout un arc-en-ciel. Donc finalement, l'échec de la République islamique au Liban, il est clair. D'où peut-être l'idée de Nasrallah de dire on va se libaniser et être justement partie prenante de ce pays, tout en ayant quand même l'oreille de Téhéran avec des financements, de l'armement, donc voilà, et idéologiquement une proximité. Hein, je veux dire, c'est quand même important, et pour l'Iran, c'était vraiment quelque chose de fondamental. Donc voilà, donc le parti va se développer. Alors l'autre chose, c'est que, et c'est pour ça on arrive au débat un petit peu actuel, c'est-à-dire que ce qui fait la différence du Hezbollah au Liban aujourd'hui, c'est que c'est le seul parti armé qui possèdent des armes. C'est-à-dire toutes les milices, après la guerre civile, ont été désarmées, hein, ont été dissoutes, hein, que ce soit des milices chrétiennes ou musulmanes, et visiblement, le Hezbollah a conservé ses armes. Donc forcément, ça crée un problème au Liban, parce que quand vous parlez aux Libanais, vous dites, écoutez, oui, c'est un parti politique, le Hezbollah a des députés, il a des maires, il a des associations, enfin, il a tout un réseau, légitime et puis politique, mais en même temps, c'est le seul qui peut poser le revolver sur la table et menacer les autres. Donc, il y a aussi un déséquilibre. C'est aussi ça qui pose le problème du Hezbollah, en tout cas, la question du Hezbollah au Liban, c'est qu'il est capable d'entraîner le Liban dans la guerre ou pas. On l'a vu en 2006. Et quelqu'un me disait, finalement, ce n'est pas tellement les armes du Hezbollah qui posent problème, c'est l'utilisation, le cerveau. Qui décide d'utiliser les armes? Le fait d'avoir des armes, on sait à peu près combien il y en a, et là, il y a un vrai hiatus qui pose, d'où l'influence de l'Iran. Alors, je ne veux pas faire de prospective, mais c'est vrai que si l'Iran était attaqué, on parle de frappe avec l'histoire du nucléaire, des Américains, des Israéliens, est-ce que le Hezbollah serait mis à contribution et jouerait plutôt la carte iranienne ou voudrait rester libanais? En tout cas, on dit, moi, je suis libanais, voilà. Alors, un fait intéressant, et c'est pour ça qu'on en revient à ce parti qui est quand même assez complexe, et la France, c'est-à-dire que récemment, il y a eu un fait très important, c'est la signature, je faisais allusion ça au début de mon propos, sur le gaz et le pétrole, enfin le gaz à la frontière libano-israélienne. Et là, il y a eu évidemment d'ailleurs un émissaire américain qui a été d'ailleurs le médiateur, et Libanais et Israéliens finalement se sont mis d'accord pour l'exploitation de ce gaz qui est à la frontière, au sud là, et ça n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu un feu vert du Hezbollah et donc de l'Iran. Donc il y a eu finalement une compréhension de la situation en disant que pour le Hezbollah,
on ne signe pas la paix, évidemment, avec Israël, on n'a pas une reconnaissance politique, mais on gèle le conflit, on gèle les lignes grâce au gaz, parce que les Libanais vont tirer parti donc, de l'exploitation du gaz, les Israéliens de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que le parti, il est quand même très pragmatique, et c'est pour ça qu'il est très compliqué à lire. Il a ses intérêts libanais, et il est aussi dans l'orbite iranienne, je veux dire, en tout cas dans la grande politique régionale, hein, en Syrie, au Yémen, voilà, c'est une force importante. Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile. Et l'idée, alors c'est pour ça qu'encore une fois, il y a des gros débats entre les spécialistes ou pas, hein, et d'où on parle, mais l'idée, c'est est-ce que c'est une simple courroie de transmission de l'Iran ou pas? Moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et Hassan Nasrallah a sa part d'autonomie pour jouer les lignes. Et donc, il y a une ambiguïté permanente de ce parti qui est à la fois libanais et quand même relié un petit peu à Téhéran. Une petite question, je me permets d'intervenir. D'abord, j'ai oublié pour toutes les personnes qui participent, n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions parce qu'on va consacrer une bonne demi-heure aux questions-réponses. Donc, utilisez la partie discussion pour mettre vos questions. Une question à tous les deux. Vous avez parlé de l'influence iranienne sur le Hezbollah. Quelle est pour vous l'influence du Hezbollah sur l'Iran? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que oui, je pense qu'il y a une influence. En tout cas, moi j'étais quelques fois à Téhéran quand on a un visa, hein, c'est pas toujours. Mais c'est vrai quand vous parlez aux Iraniens, déjà je pense qu'il y a une fascination pour le Liban et le Hezbollah en particulier, parce que et j'allais dire surtout depuis la mort du général Qassem Soleimani, qui était le patron de la force El-Quds, qui était la branche, je veux dire, extérieure des gardiens de la Révolution, et donc qui intervenait un peu partout, qui était vraiment à la fois un diplomate et un chef de guerre. Et donc Nasrallah et ce mouvement du Hezbollah, il y a une fascination en Iran, en tout cas peut-être pas forcément dans la population iranienne, bon voilà, mais en tout cas dans les cercles dirigeants iraniens. Encore une fois, c'est un parti qui a fait ses preuves, entre guillemets. Hein. La guerre de 2006, j'allais dire, c'est un match nul. Mais un match nul entre un parti milice, hein, voilà, face à une armée, un pays qui est un pays nucléaire, qui est la première armée du Moyen-Orient et qui lui a infligé de lourdes pertes. Et à la fin, quasiment match nul avec le Hezbollah qui a montré qu'il y avait des armements sophistiqués qui pouvaient frapper en profondeur Israël. Et donc, c'est vrai que vu d'Iran, j'allais dire, je ne sais pas si c'est une image, mais Hassan Nasrallah, c'est un peu le nouveau patron de la force El-Quds. Et d'ailleurs, je pense même pour le Hezbollah, il y a le Liban, mais il y a aussi toute la région. On l'a vu pour la guerre civile en Syrie, où le Hezbollah s'est déployé en Syrie. Alors, on dit il a perdu beaucoup d'hommes, hein, on parle de 5 à 6 000 membres, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais c'est un parti qui a peut-être 20-25 000 miliciens, qui a acquis une expérience militaire, j'allais dire, extraordinaire, hein, parce qu'au contact des Russes, des Iraniens, des Syriens, donc, vous avez un parti pour les Iraniens qui est, j'allais dire, presque un parti modèle, enfin un partenaire modèle. Et d'ailleurs, sur le maniement des armes, sur la clandestinité, etc. Donc, vu d'Iran, Ali, pour te dire, je pense, enfin, voilà, je parle sous ton contrôle, mais moi, ce que j'ai ressenti là-bas, c'est que pas forcément dans la population, parce que les gens disent pourquoi on va aider des gens au Liban, en Palestine, etc. Mais en tout cas, dans les cercles dirigeants, le Hezbollah, c'est une référence, quoi. Et si je peux compléter un peu tes propos, Christian, c'est clairement le fer de lance de la politique iranienne au Levant, à savoir dans sa lutte contre Israël, c'est la réussite de la politique iranienne. Mais je voulais compléter par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'iranisation du mouvement. Au début, dans les années 82, il y avait des débats intellectuels, théologiques pour savoir ce qu'allait devenir le Hezbollah, quelle allait être l'essence et le corps du Hezbollah, entre soit partisans d'un soutien iranien juste financier et militaire, ou soit être littéralement calqué sur l'idéologie un peu du schisme révolutionnaire avec l'imposition du Velayat el-Faqih, qui est la prédominance du religieux sur le politique. Et c'est pour ça que il faut savoir que le Hezbollah est quand même un parti aussi religieux, avant en milicien, mais religieux. Et en 85, lors de la première écriture de la première charte du parti, ils veulent imposer ce qui est écrit texto,
une révolution islamique au Liban. Le mot révolution est lâché. Donc, ils reprennent le même vocable que la terminologie iranienne. C'est qu'à partir de 92, ou du fait du maillage communautaire, de la complexité pour prendre le pouvoir au Liban, qui vont changer et qui vont employer le mot résistance et non plus révolution. Et le mot résistance faisait sens et était nettement plus apprécié par la population libanaise parce qu'il y avait l'occupation israélienne à cette époque. Donc, ça faisait sens. Mais aujourd'hui, on le voit par rapport aux critiques de l'opposition libanaise, on ne dit pas forcément que le Hezbollah se libanise, mais on dit que le Hezbollah iranise le Liban, dans le sens où ils servent les intérêts iraniens plus que les intérêts libanais. Mais comme le dit Christian, il y a une part d'autonomie, et je pense que par pragmatisme politique, par stratégie politicienne, le Hezbollah cherche à sortir un peu de ce sectarisme, de ce côté trop panchiite, pour essayer de nouer des relations. Bon, on l'a vu avec l'accord de 2006 avec le CPL, le Courant Patriotique Libre de Michel Aoun, où ils tendent la main aux chrétiens, au premier parti chrétien du Liban de cette époque. En plus, c'est signé dans une église à Mar Michael. Donc, il y a toute une symbolique pour montrer que le Hezbollah n'était pas qu'un parti affilié à Téhéran et qui pouvait également pactiser, s'allier avec d'autres minorités. Et même en Syrie, lors de l'intervention en Syrie, ils ont protégé bon nombre de villages chrétiens à la frontière syro-libanaise. Quand on se déplace en Syrie, on voit très bien qu'il y a même des portraits d'Hassan Nasrallah ou des drapeaux du Hezbollah dans les villes chrétiennes. Donc c'est tout ce, comme le dit Christian, c'est un parti très complexe. On peut pas l'enfermer dans une catégorie très panchiite, avec une répondant que aux sirènes de Téhéran. Je pense qu'ils ont également leur propre agenda au Liban. Je pense que, pour rebondir, je pense que c'est un parti très pragmatique et qui sait vraiment très malin, très intelligent, qui sait s'adapter aux circonstances. Et donc qui a compris que évidemment le rêve de la révolution islamique au Liban fallait un peu oublier, et que si vous voulez se développer, c'était pas la bonne manière. Hein. Il faut voir aussi, et ça peut-être pour plus d'actualité, parce que depuis 2019, le Liban est en proie, il y a eu une révolte, une révolution, en tout cas des mouvements de rue très importants, et on a longtemps pensé que le parti serait un peu épargné. Non, il a aussi été épargné par les… il n'a pas été épargné justement sur les critiques, parce que finalement, c'est ça son problème, il s'est aussi institutionnalisé, et donc il a des ministres. Donc, il est aussi responsable du désastre du Liban d'une certaine manière. Alors, évidemment, vous avez Nabil Berri et les autres chiites, et donc, c'est pour ça que je pense que lui aussi a été affecté par la crise financière. L'Iran, d'ailleurs, donne moins, beaucoup moins. Voilà, alors il dit qu'il a ses propres circuits financiers. Effectivement, il y a du cash, il y a plein de trucs, il y a les chiites africains, etc. Mais et c'est pour ça que je pense que le gaz, je pense qu'il s'est, enfin, encore une fois, c'est à mon sens, quoi. Il s'est dit, voilà, calmons le jeu au Liban. Parce que ne coulons pas avec le Liban, c'est-à-dire qu'un Liban qui coule, bah nous on coule avec, c'est-à-dire qu'on va être sur des ruines. Et finalement, cet accord sur le gaz, ça permet finalement de geler les choses, de stabiliser des choses, et donc pour lui peut-être d'ailleurs d'avoir des revenus pétroliers, ou en tout cas des revenus, parce que ça veut dire que quand Total va forer, et s'il trouve du pétrole, du gaz d'ici quelques mois, il y aura forcément des retombées. Donc tout le monde il voit son compte, et puis encore une fois, il y a cet aspect régional. Hein. Moi je sais que le Hezbollah aide les Houthis. Enfin, il y a des conseillers militaires avec aussi à la bande de Gaza. Donc c'est un parti qui rayonne. Alors c'est vrai que par rapport à ça, on revient à notre sujet, la France. La France, ils sont un peu ennuyés parce qu'effectivement, on est plutôt, entre guillemets, anti-Hezbollah. On doit quand même travailler avec eux. Et on l'a vu d'ailleurs, c'était très important quand Macron se rend juste après l'explosion à Beyrouth. Il va rencontrer à un moment donné Mohamed Rad, le patron du bloc parlementaire du Hezbollah au Liban. Et c'est une première, quoi, hein, qu'un chef de l'État français serre la main d'un représentant du Hezbollah. Alors, la branche politique, il y a toujours branche militaire, branche politique. Mais là, il y a un moment où effectivement Macron comprend que voilà, quoi qu'on fasse, il faudra aussi passer par le Hezbollah, parce qu'ils sont maintenant, c'est-à-dire que la greffe a pris, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une greffe qui s'est faite en 82 et maintenant elle est là. On peut faire tout ce qu'on veut, c'est ce que dit Macron. On n'aime pas le Hezbollah, mais il est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas l'affronter militairement
par les armes parce que il est beaucoup plus puissant. On l'avait vu en 2008 dans des affrontements à Beyrouth avec les sunnites. Et en même temps, alors moi j'allais dire aussi, le Hezbollah est aussi piégé par ses armes parce qu'il ne peut pas non plus, il peut pas prendre le pouvoir, il ne peut pas être trop agressif parce qu'après, il souderait tout le monde contre lui. Donc, il a aussi une marge de manœuvre qui est compliquée. Donc là, dans le débat actuel, hein, parce que le débat actuel au Liban, outre la crise économique, c'est quand même de trouver un président et un premier ministre. Et moi, je sais que les Français parlent aussi, enfin en tout cas, mettre le Hezbollah dans l'équation et donc l'Iran. Parce que, comme je disais au début, l'Iran, d'une certaine manière, comme l'Arabie Saoudite, la Syrie, les Français ou les Américains, l'Iran est un grand électeur via le Hezbollah au Liban, avec un veto, ou en tout cas, ils font valoir leur opinion. Mais pour actualiser un peu plus également tes propos par rapport aux armes du Hezbollah, qui sont aujourd'hui une source un peu de frayeur pour les Libanais qui ont peur que le Hezbollah se serve de ces armes pour imposer le pouvoir ou pour prendre le pouvoir. On l'a vu avec l'enquête du port de Beyrouth, qui est littéralement muselée par les pressions du Hezbollah. Et finalement, il est passé d'un parti résistant, assez populaire, à son entrée au gouvernement en 2005. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu une sorte de bête noire pour l'opposition. C'est vraiment la pomme de discorde, c'est pro ou anti-Hezbollah. Et on le voit aujourd'hui avec les élections présidentielles libanaises, malgré les sessions parlementaires. Aujourd'hui, c'est soit il y a un candidat de l'opposition, et ce candidat de l'opposition sera pour le désarmement du Hezbollah, pour la réintégration des armes du Hezbollah dans l'armée libanaise. Et l'autre candidat, le candidat pro-Hezbollah, sera pro-Iran, pro-Damas. Donc, il y aura vraiment une ligne de démarcation très claire aujourd'hui au Liban. Il y a une sorte de manichéisme politique avec le Hezbollah en ligne de mire. Et puis pour ajouter aussi les choses, c'est qu'on a fait référence à tout à l'heure. Donc 2000, le retrait israélien donc du Liban Sud, hein, occupé depuis 78. Et tu l'as dit, Alexandre, il reste vraiment ce qu'on appelle les fermes de Sheba, mais c'est vraiment un confetti. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile pour le Hezbollah de justifier des attaques contre Israël pour libérer, 3 km². Il y a un moment donné, d'autant plus c'est un problème compliqué parce que la frontière passe avec la Syrie. Bon, voilà. Ouais. Donc eux aussi sont aussi un peu piégés. Parce qu'on ne peut pas déclarer une guerre pour les fermes de Sheba. L'essentiel de l'armement du Hezbollah, c'est quand même des missiles. Hein, on parle de 100 000, 150 000, 200 000 missiles. Je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas, c'est une capacité très grande. Donc, quand vous avez des missiles comme ça, tirer des missiles sur les villages chrétiens, les villages machins, c'est vrai que c'est aussi une arme un peu comme le nucléaire. C'est-à-dire que c'est difficile de l'employer. C'est-à-dire qu'autant des canons, des chars, on peut utiliser. Mais encore une fois, compte tenu de la configuration du Liban, prendre le pouvoir pour le Hezbollah, à mon avis, ça serait très illusoire et il perdrait gros. Alors, pour le coup, les masques tomberaient. On dirait, écoutez, vous êtes comment dire, agressif, vous êtes téléguidé par l'Iran. Donc tout ça se neutralise un petit peu dans ce contexte évidemment de crise, d'effondrement du Liban, où évidemment, quand on regarde la carte politique, qu'est-ce qui tient au Liban? L'armée qui a quand même globalement tenu. L'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que c'est vrai quand on voit l'état de ce pays, qui est vraiment, c'est pire que l'Iran. Hein, c'est-à-dire qu'il y a parfois il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Enfin, les banques, sont en faillite. Il y a quand même eu un accord sécuritaire entre tous les partis libanais, y compris le Hezbollah, pour éviter justement ces dérapages sécuritaires. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est presque miraculeux. C'est-à-dire depuis 2019. On est en 2023. Il n'y a pas eu d'attentats il y a eu évidemment des manifestations, des attaques de banques, etc. Mais c'est vrai que c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de problèmes dans les rues sécuritaires. Et donc il y a quand même, ça tient aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus le négliger. C'est-à-dire que ce n'est pas la panacée. Donc voilà. Donc le Hezbollah, il est aussi sur cette ligne de crête. Mais je pense que le fait que ça ne dérape pas, c'est du fait des stigmates de la guerre civile. Tous les partis savent que il suffit d'une petite étincelle pour que ça parte. On s'en souvient lorsque le Hezbollah, Amal et le parti Marada, parti chrétien de Slimane Frangieh, étaient descendus pour faire pression auprès du juge Bitar pour qu'il soit limogé. Il y a eu des scènes de guerre un peu pendant 4 heures, guérilla urbaine, en tout cas, où il y a eu une dizaine de morts.
Oui, Donc, mais on n'est pas dans une logique de guerre civile, c'est-à-dire que le problème, c'est mais une ça guerre aurait civile pu contre déraper qui? à ce moment-là. Voilà. Mais effectivement, il peut y avoir des petits. Mais encore une fois, c'est miraculeux de ce Liban qui est en train de s'effondrer complètement en termes d'institutions, etc., économiques, sociales, de pauvreté, etc., qui n'y ait pas eu plus, je veux dire, de désordre, d'attaques, je veux dire, voilà. Et donc c'est voilà, ce qui pose aussi au Hezbollah un vrai défi parce que il y a des comptes aussi à rendre vis-à-vis de sa communauté chiite. Et c'est vrai qu'il y a quand même un appauvrissement. Lui a des problèmes financiers. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas non plus toutes les coudées franches. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, France, Iran, Liban, sur le domaine politique, et puis surtout la France, il faut quand même en parler un petit peu, et notamment Macron, qui a quand même mis sur la table l'influence, quand il parle de l'influence de l'Iran dans la région, l'un des premiers maillons, il n'y a pas simplement l'Irak, mais il y a le Liban, il y a le Hezbollah au Liban. Donc c'est vrai que la France est un petit peu aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre un peu la posture de Macron, on sent qu'il voudrait, alors il est très en pointe contre l'Iran sur le nucléaire, évidemment, on parle maintenant de politique d'otage de l'Iran sur les Français là-bas, et puis en même temps, à Beyrouth, il a bien compris que rien ne se passait sans le Hezbollah, mais c'est aussi l'Iran. Donc, il y a évidemment des hésitations, des choses qui ne sont pas forcément clarifiées, alors que, sachant que les Français, les services de renseignement, voient l'ambassade, continuent à parler au Hezbollah. Mais même on le voit par rapport à l'élection présidentielle libanaise. La France, il faut trouver un consensus à l'échelle internationale parce qu'on sait très bien qu'une élection présidentielle au Liban aura lieu qu'avec l'aval de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de la France et des États-Unis. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de candidat consensuel. Là, dernièrement, il y a 2 jours, Hassan Nasrallah a déclaré que le candidat du Hezbollah serait Slimane Frangieh. Sauf que Slimane Frangieh, c'est un ami de Bachar al-Assad, pro-Damas, pro-Iran. Donc, la France ne risque pas d'être en adéquation avec ce choix. Et la France aurait plutôt misé, apparemment, sur le général de l'armée libanaise, qui est plus consensuel, comme l'a dit Christian, parce que l'armée libanaise est apolitique, inconfessionnelle, et c'est un peu la dernière fonction régalienne qui fonctionne à peu près au Liban. Jean-Claude? Oui, Ali, je pense qu'il est bientôt 7 heures. Ça serait peut-être raisonnable si l'on passait aux questions, parce qu'il y en a un certain nombre qui Oui, sont il y en a un arrivés. certain nombre. En plus, plusieurs personnes ont également levé la main pour intervenir rapidement. On ne peut pas allumer toutes les vidéos, sinon on perdra complètement la bande passante. Mais on va faire. OK, on va commencer les questions. Mais avant tout, je me permets de poser la première question. Christian, bon, tu as écrit un ouvrage qui s'appelle Le déclassement français. D'ailleurs, honnêtement, la partie sur l'Iran de ton ouvrage est bluffant. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un puisse écrire quelque chose d'aussi précis par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, dans ton ouvrage, tu as consacré quand même une partie importante aux relations entre la France et le Liban et surtout le déplacement du président Macron. Est-ce que tu peux me donner finalement une sorte de résumé de ton opinion par rapport aux résultats de ce déplacement et ses conséquences par rapport au Hezbollah et aussi par rapport au Liban? Et ma deuxième partie de ma question à tous les deux, est-ce que pour vous, aujourd'hui, lorsqu'on prend en compte les intérêts nationaux iraniens et français, est-ce qu'ils sont convergents ou divergents sur la scène libanaise? Pour revenir à Macron en 2021, c'est quand même une grosse déception parce qu'il pensait renverser la table, il est arrivé un peu comme le Messie. Et évidemment, et encore une fois, pour revenir un peu, il a suscité beaucoup d'espoir chez les Libanais, en se disant peut-être que ça va marcher. Et c'est vrai qu'encore une fois, cette poignée de main à Mohamed Rad, le patron du bloc parlementaire du Hezbollah au Parlement, a été diversement interprété. Et moi, je sais que pour le livre, j'ai interviewé, en tout cas, j'ai rencontré, c'est avec Georges, des responsables libanais qui me disaient, au moment où Macron serre la main et invite Mohamed Rad, qui était quand même une première, c'était quand même un signal très fort, important, on s'est dit, ça veut dire qu'il y a l'Iran dans la boucle. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose, il y a une espèce d'articulation diplomatique qui va être le début de quelque chose, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'Iran fait aussi partie de l'équation.
Et apparemment, non. Apparemment, il y a eu une espèce de misunderstanding, d'incompréhension des deux côtés d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est un peu retombé, le soufflet est retombé. Donc, Macron a mouillé sa chemise pendant 2 mois. Alors aujourd'hui, ça reprend. Il y a eu cette réunion récemment au Quai d'Orsay, une relation technique entre la France, les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et l'Arabie Saoudite pour se coordonner un petit peu, parce que évidemment l'idée c'est d'avancer. Et donc, là encore, les Français comprennent bien qu'il faudra à un moment donné parler à l'Iran, en tout cas avoir un son de cloche, et que, comme l'a dit Alexandre, il y a des grands électeurs au Liban et il faut une forme d'accord, de consensus qui après, évidemment, s'organise, se planifie. Et donc, pour la France, évidemment, il y a un moment donné, ça passe par Téhéran, mais comme tu l'as dit, les intérêts, alors ils ne sont pas vraiment convergents, enfin, ils ne sont pas convergents dans le sens où le nucléaire, évidemment, a fait un petit peu, a vraiment envenimé les choses. Les détentions arbitraires de Français, donc le Quai d'Orsay qualifie de politique d'otage, évidemment, ça contribue pas à apaiser les choses. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis il y a aussi, on n'a pas parlé, mais aussi l'Irak, l'influence de l'Iran en Irak. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'irritants, quoi. Mais il faudra bien quand même solder tout ça, arriver à une forme de comment dire, pas d'accord, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, j'étais pas à la réunion de Bagdad 2 à la mer Morte, mais c'est Georges qui m'a raconté un petit peu les dessous. Et effectivement, il y a eu, les Iraniens étaient présents sur place. Enfin, Georges Malbruno, pour les gens qui ne savent voilà, pas, Georges on est en Malbruno. train de parler de Georges Parce que Malbruno. lui y était, voilà, c'était pas. Et donc, il m'a un peu expliqué que, effectivement, Macron avait été évidemment assez vindicatif et en disant l'Irak, évidemment, doit être indépendante, loin de toute ingérence iranienne. Et finalement, autour de la table, les Arabes du Golfe étaient très gênés parce qu'eux sont plutôt dans une phase justement de discussion avec l'Iran et qu'ils ne veulent surtout pas un embrasement. Il y a des négociations à Bagdad entre les Saoudiens et les Iraniens, les Émiriens parlent, etc., le Qatar parle. Donc voilà, donc la France est apparue à ce moment-là un petit peu jusqu'au boutiste. Et en même temps, c'est pour ça je pense qu'il y a des contradictions, en tout cas des choses qui ne sont pas clarifiées sur, effectivement, on critique l'Iran, peut-être à juste titre, voilà. Et puis en même temps, on se dit, il faut parler à l'Iran sur le Liban. Donc forcément, ça crée des dissonances. Par rapport, je dirais qu'il y a très peu de points de convergence. En tout cas, je pense que du côté iranien ou du côté français, ils sont au courant de la situation au Liban, qu'il faut trouver une solution, mais ils sont pas du tout d'accord pour la mise en place. Aujourd'hui, par rapport à les élections présidentielles au Liban, la France est sur un camp plutôt opposé à l'influence iranienne, à l'influence syrienne. Et en fait, tous les deux, à la fois, c'est la réussite de l'Iran au Levant, c'est le Liban, avec le Hezbollah. Et pour la France, c'est un peu la seule porte d'entrée, un peu, si je puis dire, au Moyen-Orient, du fait de ses relations historiques qui datent des croisades, etc. Et pour la France, elle a aucun intérêt, elle a tout intérêt, tout simplement, à trouver un accord pour rester, en fait, je pense, ne pas être sur une ligne dure au Liban parce que sinon elle risque de perdre des plumes. Parce que, par exemple, admettons, Slimane Frangieh est élu, lui, il est sur une ligne pro-Damas, pro-Iran, et il risque pas forcément d'avoir la sympathie qu'avait Michel Aoun à l'égard de la France. Donc, il faudrait trouver une sorte de consensus. Après, je ne sais pas si Slimane Frangieh sera élu. Ça m'étonnerait aujourd'hui parce qu'il n'est pas du tout consensuel du côté sunnite et pareil du côté chrétien. Mais il y a plus de points de divergence que de convergence. C'est clair sur ça. Jean-Claude? Vous êtes là, Jean-Claude? Oui, Ali. Oui, je vous en prie. Oui, je suis là. Malheureusement, c'est vrai que sans caméra, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous pensez? On reprend une partie Oui, les questions, avec plaisir. On reprend maintenant toutes les questions, oui. Il y avait une question concernant notamment le parti Amal. Donc, c'est un peu la place. Alexandre parlait d'un parti religieux. Quelles sont les relations avec les autres communautés musulmanes du Liban?
Du Hezbollah ou d'Amal? Oui, le Hezbollah. Ok. Le Eh ben, Hezbollah est le par rapport Hezbollah, à tous, que ce soit voilà, toutes ces communautés musulmanes, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques. bah, l'histoire des relations Hezbollah-Hamas a été un peu conflictuelle dans les années 80, à la fin des années 80, parce que le parti Hamas était profondément anti-palestinien. Il y a eu la guerre des camps en 1985 et ils ont lutté militairement contre les fédayines palestiniens. Sauf que pour le Hezbollah, c'était impensable de lutter contre les fédayines palestiniens et qui plus est, des membres de leur même communauté, parce que Hamas est un parti chiite également. Donc, il va y avoir une guerre interchiite entre 87 et 89, opposant donc Hamas, parrainé par la Syrie d'Hafez al-Assad, et le Hezbollah, parrainé par l'Iran. Sauf que tout va rentrer dans l'ordre avec la tutelle syrienne. Par rapport aux autres relations avec les autres communautés musulmanes, la communauté sunnite, en fait, tant que le Hezbollah était dans une démarche de lutte à l'égard d'Israël, ils étaient appréciés de la communauté sunnite, mais dès lors que le Hezbollah est intervenu en Syrie, pour lutter du coup contre l'opposition syrienne majoritairement de sunnites, il y a eu vraiment une sectarisation, un communautarisme à outrance, et même par rapport aux sunnites libanais, ils considéraient le Hezbollah limite comme parti terroriste, pire que Daesh. Quand j'allais au Liban, quand je retournais souvent, les sunnites reprochaient littéralement l'intervention du Hezbollah auprès des troupes des troupes de Bachar al-Assad. Donc, elle a perdu des plumes. Le Hezbollah a perdu des plumes du fait de son intervention en Syrie et a perdu de la sympathie, de l'empathie auprès des masses arabes sunnites. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Je pensais par rapport, ce n'est pas une question qui est arrivée, mais le Hezbollah a-t-il eu un rôle dans la lutte contre Daesh? Christian, Oui, c'est-à-dire que notamment il y a eu évidemment sur la frontière libano-syrienne qui est quand même des montagnes, hein, qui est quand même escarpée, où il y a des chemins de contrebande, où il y a eu évidemment des infiltrations de Daesh, où il y a eu d'ailleurs où ils ont exécuté des militaires hein, dans un village qui s'appelle Ersal. Voilà, c'est vrai que le Hezbollah s'est pas simplement déployé en Syrie, il s'est aussi déployé à la frontière syro-libanaise pour protéger, et on l'a dit tout à l'heure, même y compris avec des chrétiens, des milices chrétiennes qui étaient là pour faire les tours de ronde, pour surveiller les abords, parce qu'évidemment, et alors la question se pose, effectivement, est-ce que l'armée libanaise aurait été en capacité de protéger la frontière? Alors voilà, après, c'est une question. En tout cas, le Hezbollah a dit, là, on ne prend pas de risque, en tout cas, parce que c'est quand même la BK, c'est quand même tout leur environnement géographique. Hein. Puis la Syrie, c'est quand même par là où passent les armes. Hein. Tout ce qui passe vers le Hezbollah, la logistique, ça passe par là. Donc, sécuriser la frontière, c'était important. Et donc, ils l'ont fait, donc, y compris avec, dans les villages chrétiens, pour éviter que Daesh, effectivement, descende sur Beyrouth. Mais c'était là, en plus, quand on parlait de libanisation du mouvement, cette action menée, cette intervention en Syrie, ils l'ont expliqué en disant qu'ils l'ont fait pour défendre le Liban, pour aider l'armée libanaise. Parce que, comme le dit Christian, l'armée libanaise, je ne sais pas s'il serait arrivé à bout des incursions de Daesh vers Akkar ou Hermel au nord du Liban. Et après, ils sont venus intervenir avec la Syrie de Bachar al-Assad de manière plus ouverte à partir de 2013-2014. Oui, tu avais une. Ouais, pour revenir aussi à comment le Hezbollah est perçu par les communautés. Alors, chez les chrétiens, c'est très divers. C'est-à-dire que vous avez des chrétiens, notamment les partis souverainistes, les Kataeb, les forces libanaises, sont très anti-Hezbollah. Hein. On dit, écoutez, c'est vraiment un parti de l'Iran, un parti de l'étranger, qui a des armes et qui donc qui est illégal de cette manière. Et puis vous avez un autre parti, plutôt effectivement Aounis ou autre, hein, pas forcément politique. Ils disent, bah oui, mais le Hezbollah aussi nous a protégés là contre Daesh. Effectivement, il y a je veux dire, tout n'est pas acheté. Donc, il y a vraiment un clivage au sein des chrétiens très fort. Voilà, et presque il y a des haines inextinguibles entre les deux. Voilà.
Ouais. Mais moi, je constate que tout ce que vous dites depuis le début conforte cette image que tout est complexe au Liban. Ouais. Bon, Ali, vous avez Oui, oui, il y a repéré des plusieurs questions? questions. En plus, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Déjà, il y a une question qui a été posée. C'est la relation entre le Hezbollah et ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Si éventuellement, vous pouvez seulement expliquer ce qu'on appelle dans le jargon Iran ou Hezbollah ou autre, ce qu'on appelle l'axe de la résistance et quel est le rôle de Hezbollah par rapport à ça. Et après, on va donner la parole aux personnes qui ont levé la main. L'axe de la résistance, c'est l'axe formé par l'Iran qui, avec une continuité un peu territoriale, en tout cas, ce qu'ils veulent donner une sorte de continuité territoriale qui va de Téhéran à Beyrouth en passant par Bagdad et Damas. Axe de la résistance ou front du refus, on peut l'appeler différemment, donc à l'égard d'Israël et à l'égard de la domination ou en tout cas l'influence américaine dans la région. Et le Hezbollah a joué son rôle au Levant contre Israël. Et aujourd'hui, ils ont, comme je disais, un changement de paradigme. Ils ont plus une volonté euh, je sais pas, de transmettre leur savoir, que ce soit auprès des milices Houthis au Yémen, que ce soit auprès des milices gazaouis, le Hamas, le djihad islamique ou les Sabirain, ou voire en tant qu'instructeurs également en Irak. Ils ont certains conseillers militaires du Hezbollah ont été envoyés en Irak et même en Syrie. Donc non, ils ont joué un rôle prédominant et c'est le fer de lance de leur lutte un peu contre Israël. En tout cas, pendant une période, plus maintenant, parce que le conflit n'est plus frontal et comme je disais, et c'est plus une guerre un peu de basse intensité qu'auparavant. Jean-Claude, d'autres Ali, questions avant? S'il y a une question qui a été posée par oui. Maître Bakimanesh, donc ça concerne justement la question de l'approche iranienne par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine et finalement l'effet que cela peut avoir par rapport aux relations entre la France et l'Iran au Liban. Enfin, je résume, hein. Christian? Je veux dire, c'est vrai que la guerre en Ukraine finalement a bouleversé le monde et bouleversé les cartes, hein, et c'est vrai que l'Iran maintenant est d'une certaine manière partie prenante en livrant des drones, des missiles aux Russes, hein, donc forcément, vu de Paris, des capitales occidentales, on voit ça d'un mauvais œil, hein, donc ça veut dire que une espèce alors, on a parlé de l'axe de la résistance et puis on pourrait parler de l'axe, je veux dire, des parias entre guillemets, hein, avec, je veux dire, les Russes, les Chinois, enfin anti-occidental, quoi, donc qui se reproduit à l'échelle de grandes nations et l'Iran est dedans. Voilà, je pense que je sais pas, moi, j'ai pas eu d'informations sur une implication du Hezbollah en Ukraine, hein, j'en sais rien, ou d'envoi de conseillers, moi je sais pas. En tout cas, les Iraniens, on sait, on le voyait, des drones et des missiles. Voilà. Après, pour la France, c'est vrai que la guerre en Ukraine vient compliquer les choses, notamment aussi sur le dossier nucléaire, hein, évidemment, comme on est en frontal avec la Russie, c'est sûr que les Russes sont plus, on n'est plus sur l'unité qu'on nous vantait de la communauté internationale il y a quelques années, au moment où on signait les accords de Vienne sur le nucléaire iranien. Donc, Et juste une petite précision par rapport à la guerre en Ukraine, le Hezbollah n'est pas intervenu directement, automatiquement, mais avait communiqué en disant que c'était dû à l'OTAN, à l'extension de l'OTAN. Donc c'était vraiment dans la justification de la sémantique un peu russe de dire qu'on est intervenu pour chasser l'OTAN de l'Ukraine, grosso modo. Donc ils partageaient limite les mêmes points de vue sans forcément une implication militaire. parmi les personnes qui ont levé la main, il y Oui. a Monsieur Miard. Votre micro fonctionne, sauf erreur de ma part, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bon, alors bonsoir à notre ami Cheno et à Aoun. Alors, pour connaître un peu le Hezbollah et l'avoir rencontré au Liban, je crois que bien, il y a deux aspects, et ça a été très bien dit par Christian Cheno, c'est que en réalité,
il y a l'apport financier de l'Iran au Hezbollah, on a parlé de 6 millions d'euros, etc. Bien sûr, ça compte. Mais je suis intimement convaincu que ça reste un parti libanais et qu'il est, je dirais, inséré dans la vie libanaise et qu'il a aussi cette dimension. On sait très bien que, y compris dans le sud Liban, quand on visite la Finule, on sait qu'il est là, on sait qu'il joue, mais il ne va pas, depuis maintenant quelques années, il ne va pas directement à l'affrontement avec Israël. Donc, il y a ce qu'a dit Aoun, il y a un équilibre qui s'est fait. Alors, maintenant, sur la dernière remarque, en disant que, bien sûr, l'OTAN a eu son rôle dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, je suis désolé de dire, il n'y a pas que les Hezbollah qui pensent ça. Hein. Il y a de très nombreux experts qui pensent, y compris d'ailleurs aux États-Unis, qui pensent que c'est certes une guerre à la fois d'agression, mais c'est une guerre préemptive et que, je dirais, l'OTAN a joué, ou du moins les Américains, ont joué un drôle de rôle depuis 2004 et 2014. Et que quand on relit notamment ce qu'avait dit George Kennan, ambassadeur américain au Foreign Affairs en 98, il a dit que si ça continuait, si les Américains poussaient à aller tirer les moustaches du nounours russe, ça se terminerait mal. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, je suis d'accord avec Cheno, le seul problème aujourd'hui pour retrouver des relations de confiance avec l'Iran, il y a bien sûr les prisonniers français, ça c'est vrai, parce que l'opinion publique est vent debout contre ça, et je le redis, je crois que c'est une faute. Il y a bien sûr la question ukrainienne, mais il y a aussi le nucléaire. Et c'est là où les Russes ont changé de camp. Parce que moi, je me souviens qu'à Moscou, avoir rencontré des dirigeants russes en disant jamais l'Iran n'aura la bombe. Et maintenant, on est au seuil. On est au seuil. Donc, c'est ce mix-là. Mais nous, Français, nous avons intérêt, pour ce qui est de la dimension libanaise, à bien comprendre que le Hezbollah fait partie de la solution libanaise et que nous devons avoir des relations avec lui. D'ailleurs, Macron l'a fait. Moi-même, lorsque j'ai fait une dernière mission parlementaire, on a rencontré les gens du Hezbollah, hein, ça c'est évident, et je dois dire que je crois que ça fait partie de la solution libanaise. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Mais pour compléter, c'est pour ça que la France ne place pas le parti politique du Hezbollah dans la liste des organisations terroristes. Donc, c'est pour garder un dialogue avec le Hezbollah, parce qu'ils savent très bien que ça fait partie de la solution et partie de l'échiquier politique libanais. Jean-Claude, Oui. vous-même, vous avez été au Liban pendant des années. Et Oui. donc là, vous avez joué surtout le rôle de modérateur. Mais est-ce que je peux vous demander aussi quelques instants de jouer le rôle d'intervenant et de faire une sorte de retour d'expérience par rapport à ce que vous avez vécu sur le terrain? Bah, écoutez, moi, ce qui m'a marqué, alors j'y étais dans les années 95-2005, quand vous alliez au sud Liban, toutes les populations, bien sûr, qui sont à majorité chiites, proches de la zone d'occupation d'Israël à l'époque, mais toutes ces populations me disaient, heureusement qu'on a le Hezbollah, parce Oui. que la résistance aujourd'hui, elle est incarnée par le Hezbollah et par personne d'autre. L'armée libanaise n'était absolument pas organisée à l'époque, elle n'avait pas de moyens. Et donc les seuls qui étaient là pour assurer, c'était tout au moins un ressenti de ces populations, leur sécurité, c'était le Hezbollah. Et pour s'intégrer, le Hezbollah, en particulier, donc je dis bien dans le sud, la Beka, puisque c'est son fief, mais surtout le tiers sud du Liban, a mené une politique sociale que le gouvernement libanais, absent de ce monde des aides, de l'accompagnement, ne joue pas. Et le Hezbollah a très bien compris qu'il avait là un rôle pour s'intégrer justement dans cette forme de libanisation qu'il n'avait pas peut-être au début. Et moi, j'ai été très surpris
de voir, y compris parmi des populations chrétiennes, parce qu'il y a des noyaux autour de Napatier, par exemple, qui sont chrétiens, et ces gens-là n'étaient pas du tout anti-Hezbollah. Alors aujourd'hui, les choses sont un peu partagées. Je vois dans les contacts que j'ai encore en permanence avec le Liban, moi je suis surpris de voir évidemment la position, on va dire, des politiques, et puis la position de la rue, qui est très, j'allais dire, très compartimentée, comme tout ce qui se fait au Liban. Et il n'est pas rare d'entendre des chrétiens. Alors, il y a des chrétiens extrêmes, Alexandre l'a très bien dit, d'un côté qui vomissent le Hezbollah, mais il y a des chrétiens aussi qui disent, heureusement, que pour un certain nombre d'actions, on a le Hezbollah, parce que le Hezbollah, je pense, ça ne va pas durer, mais a joué aussi une carte qui était à l'encontre de tous les partis politiques libanais, c'est-à-dire un parti où il n'y avait pas de corruption. Et donc, il jouait cette carte-là. Je ne sais pas quelle est la réalité aujourd'hui et la perception qu'ont les Libanais de ce parti, mais il tenait absolument à défendre cette image-là du parti intègre qui était là pour aider la population. Donc, moi, je pense que c'est un parti, je crois que tout le monde l'a dit un peu, c'est un parti qui a joué la libanité et qui, évidemment, aujourd'hui, attend à avoir sa place pleinement dans la vie politique du pays. Voilà ce que j'ai ressenti sur le terrain dans les villages que je prospectais pour mes recherches archéologiques dans le sud. Il y a une question qui vient de tomber. Bon, la question, je le résume, c'est que le Hezbollah est intervenu en Syrie pour protéger les lieux saints qui existent à Damas. Donc, d'après la personne qui pose la question, donc son intervention n'est pas de protéger le Liban ou les chrétiens, mais c'est des motivations confessionnelles. Moi, je vous pose la question. Comment est-ce que vous analysez ça? Je pose la question telle qu'elle, hein, parce que notre objectif, c'est que toutes les questions soient posées telles quelles. Pourquoi pas? Bah, je pense qu'il y avait plusieurs intérêts dans l'intervention du Hezbollah en Syrie. Il y a le facteur des lieux saints automatiquement pour sécuriser les lieux saints chiites en Syrie, dans les faubourgs de Damas et dans les lieux où il y a des Ismaéliens ou des Alaouites. Mais c'est une des raisons. Il y a la raison sécuritaire, bien évidemment. Il y a la raison également de répondre aussi aux sirènes de Téhéran, parce que Téhéran s'est, entre guillemets, un peu servi de ce conflit pour constituer son corridor terrestre et pour le sanctuariser. Donc, dire que c'était que pour des raisons confessionnelles, c'est, je pense, minorer les autres raisons qui me semblent plus valables. Pour ce qui Christian? est... Oui. Oui, je vous en prie. Oui, je voudrais dire une chose. Dans les relations, pour avoir visité la FINUL aussi de Liban, et je me souviens très bien que les relations avec le Hezbollah étaient bien sûr des relations prudentes, mais qu'il y avait des contacts. Et la FINUL exerçait ses missions parfaitement au vu et en accord, entre guillemets, avec le Hezbollah. Donc, on avait quand même le sentiment que des militaires français que j'ai rencontrés sur place, puisque c'est essentiellement des militaires français, avaient des contacts avec le Hezbollah et qu'ils savaient très bien quelles étaient les limites à ne pas dépasser et ce qu'ils pouvaient faire, et que le Hezbollah était en contact avec eux et qu'il y avait un modus opérationnel qui fonctionnait, quoi. Justement, Christian, quel est pour toi et pour Alexandre, quelles sont les relations entre les forces de FINUL et le Hezbollah?
Alors moi j'ai aussi visité comme Jacques Miard le sud à la Finule et plusieurs fois. Alors c'est une zone où effectivement on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait le moindre incident peut mettre le feu aux poudres. Il y a vraiment ce qu'on appelle des lignes rouges. C'est-à-dire que les patrouilles de la Finule ont, j'allais dire, des chemins tracés et dès qu'ils sortent de ce chemin, il y a des incidents. Alors, d'ailleurs, je rappelle que récemment, il y a quelques mois, il y a eu un très grave incident où un casque bleu irlandais a été tué. Et c'est pas du tout un hasard. Hein. Alors, j'ai pas enquêté ou voilà, parce qu'en général, quand il y a un souci, vous avez des villageois spontanément qui jettent des pierres sur la Finule. Et au mieux, la Finule recule et ils repartent. Et là, évidemment, vraisemblablement, il y a eu quelque chose de grave. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a eu une vraie erreur de la Finule ou une incompréhension? En tout cas, il y a un casque bleu qui est mort au Liban, qui a été assassiné, hein, parce que pour le coup, il n'y a pas de hasard. On n'est pas, c'est pas une balle perdue comme ça. Donc c'est vrai que dans le sud, et notamment sur la période, l'ancienne bande de sécurité, théoriquement, la Finule peut circuler, mais après au-delà, il faut des accords. Et évidemment, comme disait Jacques Miard, la Finule, évidemment, est là pour faire, est une force d'interposition, de paix, hein, qui est légèrement armée, hein, qui n'a pas du tout, effectivement, qui n'a pas vocation à déclencher une guerre, mais pour regarder ce qui se passe, tracer cette ligne bleue, informer. D'ailleurs, je sais qu'en ce moment, je crois qu'il y a des travaux, les Israéliens font des travaux de l'autre côté, donc normalement, ils doivent informer la Finule qu'il y a des travaux, que des bulldozers vont arriver. Enfin, tout est codé, tout est vraiment, comment dire, planifié, hein, sur cette zone. Et en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas s'imaginer que les Français, la Finule, etc., hein, regardent un peu ce qui se passe. Mais quand vous allez dans le sud, vous ne voyez pas du tout un militant du Hezbollah, enfin un milicien du Hezbollah en armes. C'est-à-dire que c'est sous terre. Hein. Et puis, l'armement est beaucoup plus au nord. C'est-à-dire les fameux missiles longue portée et moyenne portée ne sont pas juste à la frontière, quoi. Donc oui, c'est une espèce de jeu subtil parce que le Hezbollah aussi c'est son système de télécommunication souterrain, etc. Ils savent exactement tout ce qui se passe, quoi. Et donc voilà, ça se règle effectivement normalement par des canaux de discussion. Mais c'est utile d'avoir cette finule parce que malgré tout, ça a permis. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la guerre de 2006, mais malgré tout, et puis surtout, ce qui va être intéressant maintenant avec cette histoire du gaz et de pétrole, avec le forage, effectivement, c'est quand même une continuité en mer de la frontière. Et donc, quelle dynamique ça va entraîner, comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura des retombées économiques? Mais en tout cas, le Hezbollah dans le sud, effectivement, contrôle bien. Grosso modo, juste pour compléter, c'est chacun son rôle. La Finule est à la frontière, mais comme l'a très bien dit Christian, ils ont un tracé à suivre. Ils vont pas essayer de contourner ce tracé ou de trouver un tracé secondaire. C'est ce qui s'est passé avec l'Irlandais parce que ils ont emprunté un chemin de nuit parce qu'il y avait un blocage et sauf que en empruntant ce chemin de nuit, bah, automatiquement ils sont allés dans des zones où ils ne devaient pas aller parce qu'ils ont un tracé et donc il s'est passé ce qui s'est passé. Selon certaines sources, ils avaient dit que c'était un accident de la route, mais on sait très bien que c'était pas du tout un accident de la route. Et là, on l'a vu juste à peine hier ou avant-hier, les soldats israéliens déplaçaient certains plots à la frontière et il y a eu un petit accrochage à la frontière entre soldats israéliens et soldats libanais et il y avait l'interposition de la Finule. Donc la Finule joue son rôle de force d'interposition, mais également d'intermédiaire pour tout ce qui est question de négociation et de dialogue. Jean-Claude, d'autres questions? Il y a une question. Ben, écoutez, il y a une question là qui est arrivée, qui est intéressante de la part de nos auditeurs. Je la lis. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement le Hezbollah va créer une espèce d'État? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je pense qu'il y a évidemment des réminiscences à ce qui s'est passé au Moyen-Orient qui fait penser à ce genre de scénario. C'est-à-dire que le Hezbollah a des structures, effectivement, encore une fois, c'est une petite armée, hein, une vraie armée formée, entraînée, motivée. Donc oui, il a des institutions, hein, donc des associations caritatives. Voilà, donc il prend en charge, mais
presque de manière communautaire, hein, mais de là à parler d'État, alors il a des fiefs, hein, donc le sud, la Beka, la banlieue sud de Beyrouth. Alors évidemment, après, les gens qui sont anti-Hezbollah disent ils sont en train de grignoter voilà, pour construire une route. Parce qu'il y a aussi il y a un truc quelque chose de très important qu'on n'a pas parlé, c'est la démographie. Et évidemment, la démographie est plutôt favorable aux chiites et aux Hezbollah en particulier. Donc, évidemment, ça suscite des craintes et évidemment d'encerclement ou de vouloir faire des tracés de route, etc. Donc, voilà, donc tout ça, c'est quand même assez sous-jacent. Et le problème, effectivement, pour un peu rebondir sur ce Liban, il y a évidemment les chiites qui sont finalement… Parce qu'en fait, quand vous regardez les institutions libanaises, vous avez l'impression que c'est un pays chrétien. Le président est chrétien, le chef de l'armée est chrétien, le patron de la banque centrale est chrétien. Ils ont, c'est quand même chose rare, on ne l'a pas dit, mais sur un parlement de 124 députés, il y a 64 chrétiens. Alors qu'ils représentent peut-être 20-25%, on ne sait pas, de la population. Donc voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des contradictions entre la démographie et ce système politique libanais qui a figé finalement les communautés, les postes, hein, très, très réguliers, etc., avec effectivement un parti le plus puissant militairement, etc., qui est un peu à l'étroit, mais qui ne peut pas aller bien loin, parce qu'encore une fois, il a, je ne sais plus, je parle sous le contrôle d'Alexandre, peut-être 12 députés, alors que les chrétiens en ont 64. Voilà, et eux peut-être représentent 30-40% de la population. Pour compléter, comme le dit Christian, c'est pas au-delà de l'aspect militaire qui peut être dissuasif pour bon nombre de Libanais parce qu'ils peuvent retourner les armes comme en 2008, comme avec l'affaire de l'explosion l'enquête sur l'explosion du port. Mais c'est également un acteur social avec toute une myriade d'associations, des universités, des banques. Finalement, c'est à la fois casquette de milicien, d'entrepreneur, d'acteur social. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, mais comme à l'instar des autres partis, hein, le courant du futur sunnite, c'est la même chose, le CPL ou les forces libanaises ont leurs propres entreprises où c'est très communautaire. Après, de là à penser que le Hezbollah voudra former son petit État, non, ils ont besoin du Liban également pour fonctionner parce qu'il y a des interactions avec toutes les institutions et avec les autres communautés également. Donc, je pense que les ennemis, en tout cas de l'opposition du Hezbollah, notamment les forces libanaises de Samir Jarja, parlent d'État dans l'État. Aujourd'hui, ça peut être également le cas parce qu'on sait très bien que rien ne se fait sans l'aval aussi du Hezbollah, que ça soit même pour l'élection d'un président au Liban. Mais sauf que, comme le dit Christian, ils ont que 12 députés. Donc, ils forment un bloc. Ils ont besoin des autres également pour être au pouvoir. On l'a vu avec les alliances avec Amal, avec le CPL, pour imposer un chef d'État à la tête du pays, quoi. Il y a une dernière question, peut-être c'est la dernière question. Est-ce qu'il n'est pas paradoxal que le Hezbollah se mette d'accord avec Total pour la question du gaz au Liban, alors qu'au même moment, les Houthis bombardent les installations de Total, vous les liens entre les Houthis et le Hezbollah? Bon, je ne sais pas s'il faut relier un peu les deux choses. Et avec Total, je crois que c'est quand même deux pays différents, deux situations différentes, même s'il y a des liens, évidemment, on a dit, avec l'Iran, les Houthis, le Hezbollah, etc. Mais je pense que sur l'affaire Total au Liban, je pense que le Hezbollah et l'Iran se sont dit c'est plutôt positif, ça va être productif, quoi. Si ça avait été contre leurs intérêts, il y aurait eu un non. D'ailleurs, ça fait des années que le Liban négocie sur ces blocs de gaz et qu'il a fallu des années de négociations avec des positions qui étaient assez extrémistes, etc. Et finalement, l'accord qui a été trouvé, encore une fois, il n'y a pas si longtemps, peut-être c'était pour faire pression, le Hezbollah avait menacé d'attaquer les plateformes pétrolières israéliennes. Donc, encore une fois, s'il y a eu accord, c'est qu'encore une fois, les planètes se sont alignées et que tout le monde, y compris jusqu'à Téhéran, a dit finalement c'est positif et ça permet finalement peut-être au Hezbollah, peut-être socialement, parce que qui dit gaz, plateforme, il y aura peut-être du travail, il y aura peut-être un peu d'argent qui va arriver, voilà, des entreprises, voilà. Donc finalement, lui aussi doit nourrir sa base. Donc c'est pas en saignant le pays jusqu'à l'os qui va aussi, parce qu'encore une fois, les chiites ont aussi, il y a eu de grosses critiques contre le Hezbollah en disant écoutez, vous aussi, vous êtes responsable
du marasme, de la crise économique, on n'a plus d'argent, etc. Et puis surtout, moi j'avais entendu ça à Beyrouth, ils disaient oui, mais enfin nous on n'est pas des mendiants, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez nous donner des bons alimentaires ou un peu des bons électriques, mais nous on veut travailler. Et donc voilà, donc il y a eu aussi cette crise, elle a aussi fait bouger les lignes et que c'est pas un parti tout puissant avec une base qui dit amen à tout, etc. Et Pierre juste, Jean-Claude, dans mot à la Oui. fin. Oui, pardon. ouais, non, Alexandre. c'était pour compléter que les Houthis ont leur propre agenda également. Politique au Yémen c'est pas, il n'y a pas forcément un alignement des planètes là-dessus, et puis le Hezbollah a tout intérêt à accepter que Total, et puis c'est un consortium, c'est pas, il n'y a pas que Oui. Total, il y a Eni, il y a aussi Qatar Energy qui sont sur place pour commencer la prospection, et après pourquoi pas d'ici. C'est pas comme en Israël, parce que la prospection avait déjà commencé en Israël depuis une dizaine d'années, donc ils sont au courant qu'il peut y avoir des retombées économiques là dès les prochains mois ou dès les prochaines années, alors qu'au Liban, ça risque de prendre un peu plus de temps. Et le Hezbollah a tout intérêt parce qu'il y aura des retombées économiques, donc sociales, donc création d'emplois, etc. Donc non, c'est un accord de bon procédé, disons. Mon cher Jean-Claude, le mot de Voilà. la fin. Oui, bah écoutez, en se quittant, bien entendu, on remercie nos deux invités. On attend avec impatience pour le début de l'année 2024 le remarquable travail d'Alexandre Aoun qui va s'intituler La géopolitique du Hezbollah. Et puis, la prochaine fois, ce rendez-vous de l'Iran et de son étranger proche, eh bien, accueillera un des fidèles comparses, j'allais dire, de Christian Chesneau, Georges Malbruno, les deux compères qui sillonnent le Proche et le Moyen-Orient avec une foultitude d'ouvrages à leur actif. Et donc, nous parlerons des relations entre l'Iran, l'Irak en particulier et la France. Voilà, on vous dit à tous à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci à Merci à tous. vous. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, quittez. Hop.